Dans une semaine, c'est la grande fête de Pessah. Il pleut en Israël, les pluies diluviennes. Une tornade sans précédent s'abat sur le nord d'Israël. Des crues près de la mer Morte. Des blessés, même des morts. Au niveau politique, une semaine après le scrutin électoral, Ehud Olmert et Amir Peretz s'entendent et vont ensemble décider d'une alliance stratégique pour l'avenir d'Israël. Aujourd'hui, avec Nissim Zvili, nous allons discuter, analyser et comprendre comment Israël va gérer l'avenir une semaine avant Pessah. Infolive.tv, Olivier Rafovitch et Chag Sameach. Nissim Zvili, bonjour. Bonjour. Cette interview pour nous est importante, elle arrive après les élections, après un scrutin important pour Israël. On va la faire comme la grande interview d'Infolive TV pour les internautes du monde entier. Vous connaissez très bien le Parti travailliste, vous étiez le directeur général du parti. Vous êtes un proche, en tout cas un proche des leaders du Parti travailliste. Vous connaissez également très bien Amir Peretz. Est-ce que tout d'abord, après une semaine des résultats, le Parti travailliste, Avoda, est un parti qui est sorti renforcé des élections? Ça, c'est une question très intéressante. Je crois que les résultats de ces élections étaient assez encourageants du point de vue du Parti travailliste, mais la semaine depuis les résultats jusqu'à ce qui s'est passé hier après-midi, c'était une série d'erreurs qui a prouvé le manque de maturité de la leadership du Parti travailliste. Pour moi, c'était très décevant, parce que je crois que le message de ces élections était assez clair. Le peuple en Israël a voulu une coalition gouvernementale qui est basée sur le parti de Kadima et le Parti travailliste. C'est la coalition que la majorité du peuple voulait en Israël. Après, ça pourrait s'élargir vers d'autres partis, on va parler de ça plus tard. Et la tactique qu'a choisie Amir Peretz et le groupe qui dirige c'est pour parler après les élections, c'était une très grave erreur, parce que tout de suite, il s'est éloigné de ses électeurs, il a essayé de créer une coalition complètement artificielle avec l'extrême droite, comme si on peut détacher entre le problème politique et le problème économique, comme s'il n'y a pas de lien entre notre capacité d'avancer dans un processus politique et notre capacité de faire face aux besoins économiques. C'était une série d'erreurs très graves, mais c'est bien qu'il a su s'arrêter à temps. Et il a compris que c'était très grave pour le Parti travailliste et pour lui-même personnellement. D'après vous, est-ce que Amir Peretz a véritablement commis des erreurs, ou alors est-ce qu'il a peut-être fait de la tactique en politique? Parfois, on fait des choses pour faire autre chose. Non, ce n'était pas une tactique. Amir Peretz était très déçu par les résultats des élections. Vous savez de sa bouche lui-même? Je le sais, on en a parlé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Parce qu'il était convaincu. Je sais qu'il était déçu parce qu'on a parlé quelques jours avant les élections. Il était convaincu que ce qui va se passer dans ces élections, que les résultats du parti de Kadima et les résultats du Parti travailliste seront tellement proches qu'il y aura devant le président de l'État d'Israël deux possibilités de créer une coalition. Ça veut dire qu'il aura les mêmes chances de créer la coalition gouvernementale que Ehud Olmert. Vous voulez dire en fait que Amir Peretz a pensé peut-être devenir le prochain Premier ministre d'Israël? Oui, c'est sûr, complètement. C'était alors que le peuple, les sondages ne le voyaient pas en tant que Premier ministre. Non, je sais pas, les sondages ne le voyaient pas mature à ce poste, et je crois que même la majorité de son groupe parlementaire et la majorité du Parti travailliste n'a pas ressenti que le parti dirigé par Amir Peretz est prêt à prendre le pouvoir et à diriger. Mais lui, personnellement, il était convaincu qu'il est capable de le faire. Il a cru que les résultats seraient beaucoup plus proches de 25 mandats que de 20 mandats, et il a cru que le parti de Kadima va continuer à perdre son soutien populaire et que lui aussi va se rapprocher de 25 mandats et va s'éloigner des 35 mandats qui étaient prévus dans les sondages. Et c'est pour ça que quand il a reçu les résultats, il a été déçu. Après, peut-être qu'il y a eu quelques pas pas suffisamment sensibles du côté de Kadima vis-à-vis de Peretz et de sa capacité, d'Amir Peretz et de sa capacité d'assumer des responsabilités, alors il a réagi avec beaucoup trop de sensibilité et pas suffisamment de sagesse politique. Amir Peretz, comme vous le savez, Nissim Zvili n'est pas très connu en Europe
été véritablement, on va dire, transcrit dans la presse comme une figure israélienne. Est-ce que ceci va influencer la politique du Parti travailliste? Est-ce que le Parti travailliste va peut-être revenir aujourd'hui à des positions plus pragmatiques et moins être un rêveur, un parti rêveur? Vous savez, pour moi, il y a un élément qui est le plus important. Est-ce que maintenant, après les résultats de ces élections, est-ce qu'il va y avoir une vraie alliance stratégique qui va se lier entre le parti de Kadima et le parti de Amir Peretz, le parti travailliste, pour diriger ce pays dans les prochaines années? Si ça sera une alliance stratégique, ça marchera. Parce qu'ils seront capables, chacun, de faire les concessions. Stratégique, ça veut dire, d'un côté, d'adopter la politique qui a été débutée par Ariel Sharon, une politique qui avance dans un chemin, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de partenaire. Ça veut dire de chercher encore des solutions, de libérer l'État d'Israël de sa responsabilité sur 2,5 millions de Palestiniens, de leur rendre une certaine capacité de gérance du quotidien, et si on ne sera obligé de le faire unilatéralement, le faire unilatéralement. Et ça, c'était une politique qui a été créée par Ariel Sharon et continuée par Ehud Olmert. Et de l'autre côté, de trouver l'équilibre nécessaire et le juste équilibre entre les besoins sécuritaires et les besoins socio-économiques. Ça veut dire de commencer à adopter une politique sociale et économique beaucoup plus sensible aux besoins des couches les plus faibles et les plus défavorisées dans la société israélienne, de lutter contre la pauvreté, de lutter contre l'ignorance, d'assurer que la prochaine génération aura les chances de sortir de la situation dans laquelle il se trouve et surtout de rétrécir les fossés socio-économiques. Vous êtes aussi très proche de Kadima. Vous avez des amis politiques là-bas. Vous avez des amis tout court, dans tous les partis d'ailleurs. Vous êtes un homme de discours, un homme également de contact et un homme ouvert à différents courants. Est-ce que Kadima, d'après vous, après ces élections qui sont aussi pour Kadima décevantes, Kadima pensait avoir 35, parfois même plus, 29 sièges, c'est bien, mais c'est moins que ce qu'espérait, en tout cas d'après les sondages internes, Ehud Olmert entre autres. Est-ce que d'après vous, Kadima sort, lui, affaibli, en tout cas dans ce premier test électoral, et est-ce que Kadima va continuer à être un parti uni avec des forces qui sont quand même un petit peu de différents côtés? D'abord, je ne suis pas convaincu que la déception de Kadima est justifiée. Parce qu'il faut savoir analyser ce qui s'est passé. On ne connaît pas dans l'histoire de l'État d'Israël depuis sa création, situation dans laquelle un nouveau parti qui a été créé 3 mois avant les élections a réussi à recevoir 25% des membres de la Knesset. Ça n'a jamais existé. Après la disparition d'Ariel Sharon, elle aurait pu écrouler complètement Kadima. C'est un parti qui a tenu le coup parce qu'il avait une vraie base politique, une vraie base idéologique et qui était soutenu, qui représentait le courant central de la société israélienne. Maintenant, ce qui s'est passé pendant les dernières semaines, c'est que une grande partie des nouveaux émigrants qui soutenaient Kadima dirigé par Sharon ont décidé de voter pour Lieberman, et une grande partie des personnes âgées aussi qui soutenaient Kadima à cause de Sharon aussi ont créé leur parti et ont pris entre 4 et 5 mandats. Ça veut dire que les sondages n'étaient pas complètement faux. C'était des sondages qui représentaient un état d'esprit, mais quand le parti des personnes âgées, des retraités, a réussi à récupérer tous ses mandats et Lieberman est arrivé à 11 ou 12 mandats, ça a affaibli Kadima, il est arrivé à 29 mandats parce qu'il aurait dû normalement être autour de 35 mandats. Maintenant, c'est pour ça que ces deux publics doivent être automatiquement, à part le Parti travailliste, des alliés potentiels de Kadima. Moi, je crois que le parti retraité, automatiquement, il l'est déjà, et moi, je ferai tout ce qui est possible pour allier à cette coalition aussi les nouveaux émigrants de la Russie. Même si Avigdor Lieberman, c'est un homme autour duquel il y a quelques débats. Mais je crois qu'on ne doit pas se permettre d'éloigner les nouveaux émigrants de la Russie et de ne pas partager ou participer à un pouvoir si on veut assurer l'avenir et leur intégration, leur véritable intégration dans la société israélienne. Ça veut dire que c'est ça, à part le Parti travailliste, moi j'aurais élargi la coalition,
vers les retraités, c'est fait. Je l'aurais fait avec Kadima et les partis religieux comme Chasse, qui peuvent soutenir peut-être l'agenda politique de M. Lieberman. Je reprends le journal Haaretz d'aujourd'hui. Je vous le montre, Nissim Zvili, également la caméra. Tout d'abord, vous allez donc tout faire, en tout cas tout ce qui est dans votre pouvoir, pour influencer le leadership de Kadima pour faire entrer le parti de Lieberman, le parti donc des nouveaux immigrants russophones, entre autres, dans la coalition. Et d'autre part, peut-être que ce que vous faites est déjà fait, puisque Olmert dit aujourd'hui à Amir Peretz, de ma part, Avigdor Lieberman sera un ministre dans mon gouvernement. Il a raison. Mais quelque part, cette alliance de Kadima, centre, travailliste, on va dire gauche pragmatique, et Lieberman, droite tout de même, n'est-ce pas une alliance difficile, voire impossible, lorsqu'on parle, entre autres, de désengagement, lorsqu'on parle de retrait des localités dans les territoires, lorsqu'on parle de séparation, on va dire, claire et nette entre Israéliens et Palestiniens, Lieberman est entre autres quelqu'un qui vit, qui habite, je crois, en Judée-Samarie. Oui. Vous savez, je ne crois pas que la distance idéologique entre le parti de Kadima et sa politique et Lieberman, c'est une distance qui est plus longue que celle qu'il y a entre Kadima et Chasse, par exemple. Si on se rappelle de la politique de Chasse, le grand rabbin Ovadia Yosef, l'idéologue de Chasse, était contre le désengagement de la bande de Gaza. Ce parti, il dit presque aujourd'hui, on le dit déjà aujourd'hui, on peut continuer un désengagement unilatéral, mais il sera conditionné. Et Lieberman dit exactement la même chose. Maintenant, faire entrer les nouveaux émigrants de l'ex-URSS, dirigés par Lieberman, dans un gouvernement de centre-gauche, il va être obligé de modérer ses positions, sinon il sera obligé de quitter. Et ce gouvernement aura une majorité, même si Lieberman décidera de le quitter, parce qu'il est basé sur deux éléments qui sont assez forts. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se permettre de prendre un risque quelconque pour essayer d'élargir la base parlementaire de ce gouvernement et vraiment d'essayer de prendre ses responsabilités pour les 4 prochaines années et de dire voilà, ce sont les éléments, la volonté du peuple était qu'on avance sur un projet politique d'un côté, mais qu'on avance sur le projet social et économique aussi. Et dans le projet social et économique, il y a les migrants des ex-URSS, il y a les couches les plus défavorisées qui ont voté pour Chasse, et il y a aussi le centre-gauche de Kadima et du Parti travailliste. C'est pour ça que moi, ça ne m'effraie pas d'élargir la coalition. Moi, je veux donner une chance à ce courant central qui s'est créé dans la société israélienne de se développer, de s'élargir. Et si on sera obligé ou on décidera d'appliquer une politique unilatérale, je crois qu'en fin de compte, Chasse et Lieberman s'aligneront sur cette politique. Vous connaissez très bien Ehud Olmert, je crois. L'avez-vous rencontré ces derniers jours ou ces dernières semaines, en tout cas depuis le scrutin? Non, je ne l'ai pas rencontré depuis. Mais je suis de près ces positions, je discute beaucoup avec des personnes qui sont très proches à ces décisions, et je crois que tout d'abord, il a réussi à garder son sang-froid dans une situation délicate. Deuxièmement, il a découvert suffisamment de sagesse pour ne pas s'ébranler dans des moments où il y avait déjà les premières difficultés. Et on a vu qu'après une semaine, il réussit à surmonter les obstacles qui se présentaient et les pièges. Il a évité aussi les pièges politiques. Et je crois que ça, c'est une preuve d'abord de beaucoup d'expérience et c'est une preuve aussi de sagesse. Ça veut dire qu'il est calme, il ne prend pas de décisions rapides, il prend des décisions assez pesé, et c'est très important pour un Premier ministre. Je crois que pour la première fois depuis 1948, aucun des candidats des grands partis n'avait un passé militaire important. Ehud Olmert est un homme, comme tout Israélien, qui a fait l'armée mais qui n'est pas un général. Amir Peretz non plus. Lieberman non plus. Netanyahou non plus. Le seul qui avait un passé vraiment sécuritaire, c'est Rafi Eitan. C'est un ancien un des chefs du Mossad et du Lakam, mais bon, il n'est pas en tout cas dans une position d'être Premier ministre. Et là, je passe à la coalition et aux choix qui viennent de se décider, en tout cas qui sont en train de se décider. Nous en parlions il y a quelques heures ensemble, Nissim Zvili. Est-ce qu'Israël, en tant qu'État maintenant, ne prend pas un certain risque
en nommant d'abord un Premier ministre qui n'a pas une véritable connaissance militaire, et puis peut-être, d'après ce que nous disent les dernières réunions, en tout cas entre Kadima et Avoda, un ministre de la Défense, Amir Peretz, qui lui non plus n'est pas un homme avec un passé, ou en tout cas avec une connaissance militaire, et en sachant qu'Israël est un pays qui ne peut pas se permettre de faire une erreur, même une petite erreur au niveau sécuritaire, n'est-il pas ici peut-être un danger que nos ennemis regardent et observent avec attention? Personnellement, je ne crains pas une situation dans laquelle des civils dirigeront ce pays. Je crois que la société israélienne a évolué, je crois que le pays a évolué. Aujourd'hui, on fait face à des problèmes tout d'abord politiques, et après sécuritaires. On fait face à des problèmes économiques et sociaux, et après sécuritaires. Deuxièmement, ce qui va se passer vraiment, que le jeu ou le rôle que va jouer le chef de l'état-major sera un rôle très important. Dan Khalout deviendra un des hommes les plus puissants dans le prochain pouvoir. Est-ce que c'est bien décidé pour une démocratie? Oui. Et le troisième élément, que dans le plan politique qu'a préparé Ehud Olmert pour les premiers 100 jours, il a prévu la création d'un conseil sécuritaire très actif qui sera dirigé par des hommes de l'armée, par des généraux. Je sais pas, peut-être Ehud Barak aussi sera membre, et que, étant donné que Ehud Olmert n'est pas un homme de l'armée ou un homme qui a grandi dans le service militaire et sécuritaire, il sera entouré d'une équipe qui prendra en considération toutes leurs recommandations. Ça veut dire qu'on peut trouver un certain équilibre dans ce nouveau gouvernement. Plus de conseillers. Voilà, plus de conseillers. Et c'est ce qui permettra au Premier ministre et au ministre de la Défense vraiment de prendre des décisions. Mais l'exécution sera toujours le chef de l'état-major, les recommandations seront par le Conseil de sécurité, et ça permettra un équilibre que moi, peut-être, je préfère même que quand on devait toujours compter sur une ou deux personnes qui connaissent tous les problèmes, qui savent toutes les réponses, et qu'il n'y avait pas suffisamment de consultations avant de prendre des décisions qui sont des fois très importantes. C'est pour ça que je ne crains pas cette situation. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ce gouvernement ait la capacité de trouver cet équilibre. Jusqu'à présent, on n'a pas eu un équilibre suffisamment sage et suffisamment juste entre les besoins sécuritaires et les besoins socio-économiques, et j'espère que ce gouvernement le trouvera. Parlons maintenant un instant, si vous voulez bien, du Hamas et des Palestiniens qui sont quand même quelque part importants dans la gestion, non pas du pays, mais la gestion tout court de cette région. Le Hamas, il semblerait, hier nous avions une équipe à Ramallah, au Parlement palestinien, nous avons rencontré Hanan Ashraoui, qui a dit qu'elle pense que le Hamas, d'ici quelques mois, s'écroulera, parce qu'il ne va nulle part et les gens commencent à perdre confiance dans ce gouvernement qui est isolé et qui prend des positions absolument, on va dire, réactionnaires et tout à fait à contre-courant de ce qui va se passer. Avec le Hamas actuellement en place, est-ce que Ehud Olmert pourra véritablement construire une politique comme celle décidée par Ariel Sharon? Ça ne sera pas plus difficile. Ça dépendra beaucoup plus de sa capacité de gérer son gouvernement. Ça ne sera pas difficile parce que rien profondément ne va changer. On peut vivre une situation très paradoxale. Moi, je ne serais pas surpris de voir que pendant la période du pouvoir du Hamas ou du gouvernement Hamas, les territoires seront beaucoup plus calmes que pendant le gouvernement du Fatah. Parce que le Hamas, il a la capacité, la question, est-ce qu'il aura la volonté de lutter contre le terrorisme? Parce que la capacité, il a, on ne pose plus cette question. Est-ce qu'il voudra lutter? Et peut-être qu'il choisira comme chemin une lutte contre le terrorisme pour affirmer son pouvoir et pour montrer au monde, vous voyez, sous notre pouvoir, la région est calme, il n'y a pas d'attentat, on peut être surpris par une politique qui sera dirigée par le Hamas. Moi, contrairement à ce que vous avez dit, Madame Hanan Ashraoui, je crois que le Hamas va se modérer et va changer ses positions. C'est-à-dire, je ne crois pas que le Hamas voudra perdre le pouvoir comme tout le monde l'espère presque. Je ne crois pas qu'un gouvernement Hamas va s'écrouler sous la pression de la communauté internationale et de l'État d'Israël. Je crains que c'est le contraire qui va se créer. Parce que la population palestinienne
va accuser la communauté internationale de ne pas respecter son choix démocratique et de dire c'est vous qui nous avez poussé à la démocratisation, c'est vous qui avez fait pression sur Israël d'accepter la candidature du Hamas. Nous, on était contre la candidature du Hamas. La pression des Américains, la pression de l'Union européenne, la pression de toute la communauté internationale nous a obligés d'accepter la présence du Hamas dans ces élections. Alors maintenant, comment la communauté internationale peut venir et dire voilà, ok, vous êtes démocratisés, ça a été un acte magnifique, vous avez voté et maintenant ce que vous avez décidé ne nous intéresse pas, c'est complètement stupide. C'est quoi cette politique? On peut comprendre la frustration de la population palestinienne si on ne respecte pas. Maintenant, nous, État d'Israël, on n'est pas obligé de négocier avec le Hamas. Mais la communauté internationale se trouve dans une situation beaucoup plus délicate. C'est pour ça que je crois qu'en fin de compte, la sagesse du prochain gouvernement sera d'essayer d'ouvrir une ouverture de négociation avec le président de l'autorité palestinienne, étant donné que je ne crois pas que ça va marcher, que dans quelques mois, tout le monde arrivera à la conclusion que dans l'intérêt de l'État d'Israël, c'est de continuer une politique qui sera basée sur ses intérêts, définir les intérêts et avancer vers une politique unilatérale. Et je crois que c'est exactement ce qui va se passer dans les prochains mois en Israël. Dernière question, Nissim Zvili. Je sais que demain vous partez en France pour d'autres réunions, d'autres colloques dans lesquels vous êtes invité très souvent maintenant depuis votre départ de Paris. La France bouge beaucoup au niveau politique. Une vague énorme de réactions dans la rue contre le gouvernement Villepin, contre le contrat de première embauche. Les Juifs en France aujourd'hui sont aussi dans une certaine attente. Ça bouge beaucoup. Il y a eu des émeutes en septembre. Il y a eu une vague actuellement de bouillonnement social. Le meurtre évidemment d'Ilan Halimi. Je sais que nous avons déjà parlé de ce meurtre et des conséquences, mais tout de même, cette année, il semblerait, sera encore une année d'importante alia de France. Est-ce que les choses continuent, d'après vous, à bouger de France vers Israël au niveau du judaïsme français? Et quels sont, d'après vous, encore une fois, les chemins que les Juifs de France vont choisir en 2006? Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très triste de suivre ce qui se passe dans la société française. C'est très décourageant. Parce que je ne sais pas si le plan premier emploi, le contrat premier emploi qui est présenté par M. Dominique de Villepin est le meilleur contrat pour la jeunesse. Mais ce qui m'inquiète, c'est que la société française n'est pas mature à des réformes qui sont nécessaires pour s'adapter aux nouvelles réalités politiques dans ce monde. Et si la société française va continuer à bloquer toute possibilité de réforme, ça va devenir une société qui arriérée, qui sera en retard vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde moderne, dans le monde qui se développe avec un élan incroyable. Et je ne parle pas de l'Europe, je parle des États-Unis, je parle du Japon, je parle de la Chine. Le monde change et la France veut rester liée à des anciennes traditions, à des contrats qui ne fonctionnent pas, à des conditions de travail qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus, même en Israël, ça n'existe pas. Même en Israël, qu'on a un parti socialiste depuis 60 ans, ça n'existe plus. Et moi, je suis très triste de ça. Je ne crois pas que Dominique de Villepin pourra se permettre de retirer son projet de loi. Je crois que même s'il arrivera, il sera obligé de démissionner, mais il ne doit pas le retirer. Parce que quelqu'un doit prendre ou assumer la responsabilité de faire des réformes dans la société, dans l'économie française, si la société française veut faire face à l'avenir. Et ça, c'est pour ça que je suis très triste de ce qui se passe. Je ne comprends pas ces manifestations. Je crois qu'elles sont complètement injustifiées. Je crois qu'il fallait donner une chance quelconque à des nouveaux projets et des nouveaux contrats. Mais c'est les Français. Maintenant, l'influence de cette situation, de cette instabilité sur les Juifs de France est claire. Ça veut dire que moi, ça m'étonnerait énormément si l'année en 2006, il n'y aura pas une augmentation dans les nombres des Juifs qui décideront de quitter la France. Et je crois que jusqu'à présent, la tendance est redevenue tout d'abord Israël.
Et comme je dis toujours, j'espère qu'on sera capable de les intégrer, de les absorber dans notre société. Avec si vous alliez peut-être à la tête d'un parti francophone comme Lieberman, un parti russophone dans les prochaines années? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est nécessaire. Vous savez, la création d'un parti de retraités, la création d'un parti de russophones, c'est un échec des partis politiques. C'est un échec de la société israélienne. Ça veut dire qu'on n'a pas été suffisamment sensible à leurs problèmes. Quand on oblige les retraités après 57 ans d'existence de l'État d'Israël à créer un parti et à être représentés à la Knesset, pourquoi? Parce qu'ils étaient déçus par la politique de tous les gouvernements de droite et de gauche, et quand ils ont vu que leurs conditions de vie sont en train de se détériorer, ils sont arrivés à exactement la même chose avec le parti des nouveaux émigrants de l'ex-URSS. Ça veut dire, pour moi, c'est une preuve d'échec de notre système gouvernemental, quand chacun est obligé de créer son parti pour survivre ou pour réussir à faire avancer ses intérêts. C'est pour ça que je ne crois pas qu'on aura besoin d'encore un autre parti de francophones ou un autre parti. D'abord, je suis contre cette approche. Et deuxièmement, je crois que ce qu'on doit faire, c'est de consacrer le maximum de nos capacités pour assurer une intégration ou réussite des nouveaux émigrants de la France, comme de tous les pays qui commencent à arriver, qui continuent à arriver en Israël. Nissim Zvili, merci beaucoup pour la grande interview d'InfoLive TV. C'était extrêmement enrichissant. Donc des positions, des analyses, également une vision pour l'avenir. Et nous nous retrouvons, je l'espère, à votre retour de France pour de nouvelles analyses et toujours avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.